19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Assise nationale de l'agriculture, l'Algérie capable d'atteindre son autosuffisance alimentaire d'ici 2024-2025. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune insiste sur ce volet. Les pouvoirs du président renforcés dans le projet de la nouvelle constitution malienne remis au colonel Assimi Goïta. Le texte prévoit également de reléguer la langue française au rang de langue de travail. Programmer des élections en Libye cette année, c'est encore possible. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, décide de la création d'un groupe directeur de haut niveau comprenant toutes les parties prenantes. Dans le dossier ukrainien, situation extrêmement tendue autour de Bakhmout au moment où Vladimir Poutine demande aux services de sécurité du FSB d'améliorer ses performances face à l'espionnage occidental. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, la sécurité alimentaire, une soupape de sécurité à laquelle les gouvernements demeurent attachés. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a insisté sur cet aspect ce mardi à l'ouverture des travaux des Assises nationales de l'agriculture qui se tiennent cette année sous le slogan Agriculture, une sécurité alimentaire durable. La sécurité alimentaire placée en tête des priorités et l'Algérie est capable d'atteindre son autosuffisance alimentaire d'ici 2024-2025. ومش بعيد علينا باش نوصل اكتفاء في بعض المواد الأساسية واللي رانا نستوردها وقادرين ماشي غير ننتجها باش نستهلك، قادرين على الاكتفاء الذاتي وقادرين نصدر. اليوم لازم هذه الامور تتوفر بهذه الكيفيه هذه اللي ندخلوا في السياسه اللي رانا نتغنوا بها منذ زمان، هي تخلص من المحروقات، من تبعير المحروقات. شاعر اننا ما نشبعد بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعد، خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين. Toujours dans son allocution, le président algérien a insisté sur la nécessité de développer la filière céréalière en Algérie et d'aller vers l'exportation. الحبوب هي الأساس. أولا ثقلها في ميزانية الدولة معروف. ثانيا رانا ماشيين إذا تواصلت الأحداث مثل ما هي اليوم في أوروبا وفي غير أوروبا إلى ندرة الحبوب. اليوم راكم تشوفوا واش راه صاري في العالم. الندرة بدأت تمس حتى أوروبا، حتى الدول المنتجة بدأت تمسها الندرة في بعض المواد. إذن الإنسان اللي يبغي يمشي رافع راسه ويقول كلمته، لازم يضمن التغذية نتاعو. Enfin, sachez que le secteur agricole contribue dans le produit intérieur brut de l'Algérie à hauteur de 14,7% des résultats satisfaisants, estime le président Tebboune. إننا بالرغم من التقلبات التي عرفتها الأسواق العالمية جراء الأزمة الصحية وتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022. تقدم تاع الفلاحة تاع السنة هذه الحمد لله زادت بنسبة 1000 مليار دينار، شيء لا يستهان به، يعني ما يقارب 9 أو 10 مليار دولار. قفز القطاع إلى 4550 مليار دينار، أي بما يساوي 35 مليار دولار، يعني نسبة معتبرة جدا جدا جدا. معناها أننا في الطريق صحيح
ولو أن فينا في نصف الطريق ولكن اتجاهنا صحيح وإن شاء الله نوصل إلى الأهداف المسطرة. Et pour revenir justement sur ce dossier, nous rejoint au téléphone M. Lotfi Renaout. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes expert en agriculture. Monsieur Renaout, l'Algérie a été classée par le Programme alimentaire mondial, première en Afrique en tant que pays pouvant atteindre la sécurité alimentaire. Le président Tebboune, comme on l'a vu, affirme que nous sommes à quelques pas d'y arriver. Que faut-il justement développer dans ce sens ? Tout à fait. Le secteur agricole aujourd'hui, certes, a connu c'est-à-dire une dynamique de croissance très importante en Algérie. C'est-à-dire l'État a fait de grands efforts ces dernières années, c'est-à-dire ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre un bon classement dans le monde en matière de sécurité alimentaire. Et comme on le sait tous, donc l'agriculture c'est un secteur stratégique, c'est un domaine de sécurité nationale et de souveraineté, c'est-à-dire nationale aussi. Donc moi, de mon point de vue, afin d'atteindre cette sécurité alimentaire, donc il est donc importantissime aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en place une politique agricole publique audacieuse, claire, avec une vision perspective, afin d'appuyer le développement de la production agricole et c'est-à-dire voilà, qui prendra en considération surtout la question de l'investissement et le développement de l'investissement en ce qui concerne les facteurs de production, par exemple, en amont et en aval de la chaîne de valeur agricole, en commençant d'abord par les exploitations agricoles, afin de, c'est-à-dire d'améliorer les performances c'est-à-dire des exploitations agricoles. Il faut savoir aussi que les rendements aujourd'hui les céréales, car quand on évoque la sécurité alimentaire, aujourd'hui, l'enjeu mondial, on parle surtout des céréales, c'est-à-dire comme un élément important et de base dans la ration alimentaire des Algériens. Et du coup, les rendements, c'est essentiellement améliorer, c'est-à-dire les facteurs de production. Les facteurs de production plus l'accompagnement technique et aussi faciliter, c'est-à-dire l'accès aux nouvelles technologies et l'acquisition d'un matériel performant. Il s'agit c'est-à-dire l'un des facteurs de production les plus importants, la modernisation du matériel agricole, afin d'augmenter la compétitivité de ces exploitations agricoles. Très bien. Voilà. Très bien, merci Lotfi Renaout. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture. Et on reste en Algérie pour évoquer le ballet diplomatique des hauts responsables internationaux. Il se poursuit à Alger dans une conjoncture marquée par un conflit de haute intensité en Europe et par un bouleversement de l'échiquier politique mondial. L'Algérie s'impose comme puissance d'équilibre incontournable et pôle de stabilité dans le bassin méditerranéen, mais également sur le continent africain. Sofiane Baroudi. L'Algérie s'impose comme puissance d'équilibre et pôle de stabilité incontournable dans la zone méditerranéenne et sur le continent africain. L'illustration la plus claire est sans doute le ballet diplomatique que connaît la capitale algérienne, où se succèdent les visites de hauts responsables politiques, diplomatiques, sécuritaires et militaires. À l'instar de celle menée par le directeur de l'administration de la coopération internationale au ministère de la Défense saoudien, ou encore celle qu'a conduite le chef d'état-major des forces armées qatari. Les deux autres ont été reçus par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général d'armée Saïd Chenguereha, confirmant ainsi le rang central qu'occupe l'Algérie dans la défense des causes arabes et dans le renforcement du cadre d'unité et de fraternité illustré par le dernier sommet de l'organisation sous-régionale qui a eu lieu à Alger. À ce propos, le président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Nikolai Patroutchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Les relations entre Alger et Moscou sont marquées par un caractère historique et stratégique, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire. Cette visite représente la volonté des deux parties à renforcer le partenariat stratégique dans la perspective de l'instauration d'une paix et d'un développement durable, dans le respect de la souveraineté des États. Patroutchev a d'ailleurs fait l'éloge du rôle pivot que joue l'Algérie, ainsi que des efforts qu'elle déploie pour permettre la consécration de l'horizon de paix et de stabilité dans la région.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait reçu au début du mois le commandant de l'Africom, le général d'armée Michael Langley, qui a effectué en Algérie une visite à la tête d'une importante délégation américaine. L'un des objectifs étant de s'engager mutuellement dans le renforcement de la coopération bilatérale marquée par l'objectivité et le pragmatisme et caractérisée par une nouvelle vision du droit international plus équitable, permettant de garantir la stabilité, le développement et la prospérité pour tous les peuples sans distinction. L'action algérienne est centrée sur le respect des principes de la Charte des Nations Unies. Le président algérien a d'ailleurs encore affirmé récemment l'engagement sur la voie du non-alignement de l'État algérien, ainsi que la volonté d'Alger de stabiliser la région via la promotion de politiques de développement et d'intégration économique, conçues comme moteur de résolution des crises, ainsi que du dialogue politique, pensé comme chemin salutaire pour la sécurisation de la région. Le Qatar exprime sa disponibilité à financer plusieurs projets en Tunisie et à contribuer à leur réalisation. Le Premier ministre qatari et ministre de l'Intérieur, Cheikh Khalid Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani, a été reçu ce mardi par le président tunisien Kais Saied. Les deux parties ont aussi évoqué les questions liées à la sécurité et à la coordination entre les pays arabes pour venir à bout du terrorisme et de la criminalité. Les responsables des deux pays ont aussi évoqué les fortes relations fraternelles entre la Tunisie et le Qatar. Les autorités maliennes de la transition ont annoncé la réception par le colonel Assimi Goïta du texte de la nouvelle constitution dans sa version amendée. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme attendu dans le pays. Selon les premières informations, le texte renforcerait entre autres les pouvoirs du président et relèguerait le français au rang de langue de travail. La France, justement, on en parle. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier dans un discours prononcé à la veille d'une tournée africaine une prochaine diminution visible des effectifs militaires français sur le continent africain. Pour Macron, la France est disposée à développer un réel partenariat sécuritaire avec les États locaux face à la progression des groupes terroristes. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois sur le principe même de la co-construction. La Libye pourrait organiser des élections en 2023. L'option est sérieusement envisagée, avec notamment la création d'un groupe directeur de haut niveau comprenant toutes les parties prenantes libyennes concernées pour faciliter la tenue des scrutins. Cela a été annoncé hier par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, devant le Conseil de sécurité Naïla Hamouda. La sortie de crise en Libye ne parvient toujours pas à être mise sur rail, après plus de 10 ans de guerre destructive et d'impasse politique persistante. Afin de trouver une issue, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a lancé une initiative pour organiser des élections présidentielles et législatives prévues en 2023. C'est de notre mission d'accompagner la Libye vers ses aspirations pour qu'elle puisse réaliser son but, celui d'une stabilité pour le bien de toute la population et tous les Libyens, par le biais d'élections inclusives et transparentes. Les élections qui seront organisées en 2023 seront l'étape clé. Je demande au Conseil de sécurité d'exprimer son soutien et son appui pour la démarche à suivre que j'ai suggéré pour répondre aux aspirations du peuple libyen. Abdoulaye Bathily a donc décidé de créer un groupe directeur de haut niveau pour la Libye. Cela permettra de réunifier les différentes parties libyennes concernées, des personnalités politiques de premier plan, des chefs tribaux, des institutions civiles, ainsi que l'ensemble des secteurs et des organisations libyennes. Objectif, faciliter la tenue des scrutins.
L'envoyé spécial de l'ONU a estimé que les institutions doivent retrouver une légitimité. Selon Bathily, la résolution de cette dernière devrait donc être une priorité pour tous les acteurs politiques désireux de changer le statu quo. Bathily a soutenu les Libyens dans leurs aspirations à un pays stable dirigé par des autorités dédiées au bien-être de leur population. Il a insisté sur le rôle des femmes et des organisations de la société civile. Ces dernières demandent que leur voix soit entendue et que leur pleine représentation soit assurée dans toutes les institutions. La tenue de ces élections permettra donc non seulement de développer le pays, mais aussi prévenir le retour des affrontements armés. Et cette initiative de Bathily a été refusée donc par deux institutions en Libye. Il s'agit du Haut Conseil d'État et du Parlement de Tobruk. Et justement, pour en revenir sur la question, nous avons en direct avec nous M. Riyad Sidawi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Monsieur Sidawi, pourquoi est-ce que, selon vous, est-ce que ces deux institutions rejettent cette initiative de Bathily ? Je pense que les élections ne peuvent pas avoir lieu en 2023 parce que la crise en Libye, c'est une crise d'ordre structurel. Les élections, ce n'est pas une solution magique pour les Libyens. Rappelons-le, historiquement, en juin 2014, les Libyens ont tenu des élections législatives. Les perdants ont refusé les résultats, d'où l'éclatement du Parlement libyen, un Parlement à Tobruk à l'est et notre Parlement à l'ouest, à Tripoli. Donc, pour les élections, il faut une culture démocratique, il faut une culture électorale. À mon avis, avant de parler des élections, il faut parler d'une conférence nationale, d'un consensus national. Et surtout, je souligne notamment désarmer les milices, parce que les milices sont représentées par des partis politiques. Si ces partis politiques perdent les élections, quand ils perdent des élections, ils ont toujours les armes. Donc, il ne faut pas accepter le résultat. Donc, il faut passer par une conférence nationale, un consensus et désarmer les milices libyennes et surtout stopper, freiner les ingérences étrangères dans les affaires libyennes. Très bien, merci Riyad Sidawi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Dans l'actualité également, le président russe Vladimir Poutine demande aux services de sécurité du FSB d'améliorer ses performances face à l'espionnage occidental. Il demande à ce que les groupes de sabotage passant de l'Ukraine vers la Russie soient arrêtés pour stopper toute tentative des Occidentaux de raviver les cellules terroristes sur le territoire russe. Nous devons renforcer notre contre-espionnage, car les services spéciaux occidentaux ont toujours traditionnellement travaillé contre la Russie de manière active. Ils ont maintenant mobilisé du personnel supplémentaire, des ressources techniques et d'autres ressources contre nous. Nous devons y répondre en conséquence. Et pendant ce temps, Tony Blinken est en Asie centrale où il s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères des pays de la région. Ce voyage intervient quelques jours seulement après le 24 février, date d'anniversaire du début de l'opération russe en Ukraine. L'occasion pour le secrétaire d'État américain de revenir sur le dossier chinois, affirmant que dans ce conflit, la Chine ne peut pas jouer sur deux tableaux. Ce que je peux partager avec vous, c'est que nous avons très clairement averti la Chine des implications et des conséquences d'un tel soutien. Nous n'hésiterons pas, par exemple, à cibler des entreprises ou des individus chinois qui violent nos sanctions ou qui s'engagent d'une autre manière à soutenir l'effort de guerre russe. À propos de la Chine, sachez que le porte-parole chinois du ministère des Affaires étrangères s'est exprimé au sujet du dossier taïwanais dans lequel les États-Unis s'immiscent constamment, menaçant le pays de l'oncle Sam de payer un lourd tribut s'il poursuit ses agissements. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.